hein, ce genre de choses. Ce n'étaient pas des objets agricoles. Hein. On voit sur la rue 73 comment se situe un courgane. Hein, Alors, donc, un explique. courgane, donc il y a une excavation, un trou, avec un boisage, et il y a donc un homme qui est en position fétale et qui est entouré d'objets. Hein. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une tombe, quoi. C'est une tombe. Hein, on la voit. Mais c'est une tombe qui était réservée quand même à ceux d'un certain rang. C'était pas pour tout le monde, certainement, on pense certainement qu'il était une tombe de chef pour faire ça. Oui, voilà. C'est Paul Vulgum Pecus. Et donc on voit sur la vue 72 avant, hein, on voit ces courganes. Alors, ça c'est un monolithe, c'est un espèce de... C'est un monolithe, ça. Hein, c'est un monolithe qu'on voit. Ça. Oui, on voit un monolithe avec des inscriptions dessus. Des inscriptions dessus. Aussi, mais on voit dans le fond, on voit ce fameux courgane qui se trouve en Ukraine ou dans les confins du Kazakhstan. Mais on trouve beaucoup de ces constructions. Parce que même en Turquie, il y a ces Göbekli Tepe, une ville pareille qui date de la même époque, qui est construite avec à l'intérieur de la roche. En fait, c'est une construction qu'on ne peut pas expliquer, mais... alors, ces Indo-Européens, ils ont été en Turquie aussi, hein, ils ont été un peu partout. Hein, ils étaient particulièrement évolués quand même. Ah, on est leurs descendants. Hein. Ouais, mais on n'arrive pas. Il y a quand même des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire c'est-à-dire comment, par exemple, quand je vois cette ville justement Göbekli Tepe dans le nord de la Turquie, qui doit, voilà, c'est dans ce truc, cette ville a été construite à l'intérieur d'une montagne, si on peut dire, c'est-à-dire c'est vraiment sous la terre, puis ça descend super profondément. Il y a des kilomètres de tunnels, de quoi accueillir 20 000 personnes, avec des systèmes d'aération, etc. Ça date de quelle époque? Selon les gens qui ont analysé le truc, ils parlent de 20-25 000 ans minimum. Je peux pas Donc dire ça veut dire on est dans la même époque à peu près. Quoi. Ouais, c'est possible qu'il y ait des clones. Tu sais, à cette époque-là, les civilisations fonctionnaient par clones. Voilà, en plus regarde, c'est vrai, tu vois, dans la flèche, Göbekli Tepe, c'est là. C'est pour ça que c'est possible. Donc là, on voit, c'est aussi sur cette vue, l'affrontement de ces deux civilisations. En bleu, donc, se trouve cette civilisation finalement mixte, deux européanisé, qui va descendre vers la Grèce, pousser les matriciens vers la Crète, mais finalement en finir, puisque les patriciens vont l'emporter in fine. Alors, peut-être un mot, on va en parler au sujet des Amazones. Vas-y, alors qu'est-ce que c'est les Amazones? Parce que on ne sait pas tous, là. J'ai été sur les sites matriciens, qui disent oui, courgane, ok, mais on a trouvé des courganes avec une femme. On n'en a pas beaucoup, mais on a trouvé des courganes à la place qu'il y avait un mec. Donc il y avait des chefs. Donc on a trouvé une femme avec ses armes. Ouais. Donc on peut penser qu'il y ait des femmes qui résistaient finalement au fait que les hommes finalement prennent le dessus dans la civilisation et pu créer des civilisations guerrières d'Amazon. Amazon qu'on retrouve dans la mythologie grecque. Et on sait que la mythologie est toujours liée à quelque chose. Ouais. D'ailleurs, je vais montrer sur un vase un guerrier qui tue une Amazone. Donc il y a l'aspect symbolique, c'est que l'Amazone a une connotation très négative dans la Grèce antique. Hein. Voilà, c'est la méchante. Hein. Donc on peut penser qu'il y a eu cet affrontement homme-femme et cet affrontement guerrier, effectivement, bon. Hein. Donc on voit rapidement la 76, c'est l'autre. Donc ça, c'est les civilisations indo-européennes. Hein, donc Yamna, c'est des Kourganes. Et donc au nord, c'est la céramique cordée, au chalcolithique. Bon, on ne va pas trop s'étendre parce qu'on n'en finirait plus. Hein. Donc sur la vue 72, on voit bien donc ces deux civilisations de type indo-européen. Donc maintenant, les gens ne savent pas quelle est la première par rapport à l'autre. Hein. Est-ce que c'est la civilisation des céramiques cordées ou celle des Kourganes qui est primitive par rapport à l'autre? Alors on pense aussi, parce que la langue qu'on utilise, la langue indo-européenne qu'on utilise, elle est née
dans un espace restreint. Ouais. Donc il y a une racine commune. Toujours... Ça, c'est ce que nous expliquait Patrick Dorenstenas, la racine commune de la langue. Voilà. C'est toujours, si tu veux, le clonage. Là, le clonage, on parle, comme Prigogine, de la bifurcation. Donc il y a un moment où il y a eu un événement. Et donc, cet événement, eh bien, il est bien localisé. Et donc, on pense, d'après les mythologies indo-européennes, que ces gens-là, la culture de ces gens-là vient du cercle polaire. Alors pourquoi? Parce que dans les langues indo-européennes, dans certaines langues, il y a une confusion entre l'été et l'hiver et le jour et la nuit. Voilà, ça dit pareil dans certaines langues indo-européennes. Bon, donc on pense ça, et puis autant dans la culture védique du sanskrit que dans toutes les cultures indo-européennes, il y a toujours un culte du Nord qui existe. Mais bon, là on est dans la supputation. On est dans la supputation. Alors, où est née la langue indo-européenne? Est-ce qu'elle est née ici, en Ukraine? Est-ce qu'elle est née près du cercle polaire ou près des bords de la Baltique? Pour l'instant, on laisse les spécialistes discuter et s'entrebattre là-dessus. Voilà. Mais elle est née par là. Voilà. Au moins, on sait où elle s'est répandue. Alors, Anicette, elle me dit, oui, les ruines voilà, il y a encore mieux les ruines de Puma Punku. Oui, je les connais aussi, les ruines de Puma Punku, qui sont très très vieilles aussi et très très anciennes, on ne peut pas les expliquer. Et puis, anticipation, parce que tu vois, j'ai posé la question sur les choses qu'on ne peut pas expliquer, mais les gens commencent à poser la question. Mais pourquoi voulez-vous qu'on explique tout? Je ne suis pas là pour vous expliquer non, certainement pas. Je suis là pour vous donner ce qu'est l'essence de l'homme. Si tu veux, ça donne mais ça donne comme une interrogation qu'on se pose beaucoup aujourd'hui, c'est de savoir comment, à cette époque que tu nous expliques, qu'en gros, et c'est vrai, il y en a qui étaient avec des flèches, on va dire, des arcs et de la pierre polie, d'autres qui construisaient des monuments, mais oui, mais comme il y a des lions, il y a des crocodiles, et parce qu'ils se sont adaptés à leur biotope. Je te l'ai expliqué. Il y a des gens qui sont un biotope. On peut pas expliquer autant de différences. Regarde, à la même époque, dans la même région, en gros, tu es en train de nous expliquer qu'il y a des bergers, on va dire, une espèce de bergers barbares, et tout au sud, ils sont en train de construire des villes sous la terre. Regarde, voilà. Tu reprends la figure 72. Regarde son biotope. Tu vois? Lui, il a un biotope ouvert. En 72. Un biotope de plaine. Tu vois, c'est pas le même biotope des Balkans, où il peut faire des petits champs et des choses comme ça. Donc lui, dans les Balkans, il est venu... on lui a apporté l'agriculture à partir du croissant fertile, et il sait faire que ça. Il apprend à son fils, à ses filles, à comment cultiver le blé. Oui. Si tu veux, il reste sur son truc, quoi. Tu vois, et à côté, lui, l'autre, c'est un autre biotope. Donc lui, il était chasseur et il a réussi à domestiquer des animaux. Ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Les autres, ils étaient concentrés comme des imbéciles sur leur blé. Tandis que les autres, ils étaient concentrés comme des imbéciles sur leurs animaux. Voilà, c'est deux conditions, c'est bien. C'est bien le biotope qui a créé ça donne pas civilisations l'explication différentes. pourquoi en Russie on retrouve comment on appelle ça, une civilisation. Là, on a retrouvé encore récemment. Vous pouvez mettre le lien. À mon avis, ils sont très au courant. Je parle d'un truc en plus qui est très très récent, qui s'est passé il y a 2-3 semaines. On a fait des découvertes. Je peux pas parler de choses. Non, je sais. Non, mais c'est pour expliquer. C'est pour parce que ça, c'est une des découvertes, si tu veux. D'accord, si tu veux, mais moi, je t'explique. Bien sûr. En gros, comment est née une civilisation indo-européenne à partir d'un espace steppique, et c'est cette civilisation est adaptée à la steppe. Elle a des chariots, elle se déplace, elle a des armes, et elle a des animaux. En plus, certainement, des chevaux qui tirent ces chariots. Donc, elle devient beaucoup plus puissante que l'autre, qui est là, le cul planté près de son champ. Non, mais bien sûr. Mais à la même époque, il existe des civilisations, très 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 évoluées qui, elles, sont inexplicables, quoi. Les pyramides de Bosnie, Göbekli Tepe, Puma Punku, cette ville mais les pyramides de Bosnie, elles sont certainement issues de ces civilisations du néolithique, qui construisent.
Et construire une pyramide, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Hein, tu rigoles ou quoi? Ben non, construire une pyramide, c'est le basique de la construction. Bah alors, c'est vraiment le basique. Tu ne vas pas comparer une pyramide avec une cathédrale gothique. Enfin, c'est pas le même savoir-faire. Enfin, c'est aberrant. Mais tu rigoles. Alors là, tu vas te mettre des bons parce que les pyramides, il n'y a rien de plus compliqué qu'une pyramide. Mais... une pyramide de 300 mètres avec des blocs de plusieurs tonnes. Il suffit d'avoir des mecs, mais c'est pas compliqué. C'est simplement un effort humain, mais il n'y a aucune complexité. T'as pas regardé le reportage Mais je m'en fous de ces c'est pour ça. Bon, bah on peut pas en parler. Je te dis ça parce que... Tu vas voir une cathédrale gothique, mais ça, c'est compliqué. Bah non, bah excuse-moi. Ça, c'est hyper compliqué. Mais les cathédrales... c'est pas une pyramide où tu vas rajouter des bouts de pierre les unes par-dessus les autres. Enfin, mais attends, je te rappelle que c'était la pyramide de Gizeh, c'était le plus grand édifice humain avant la Tour Eiffel. Comment? Ah bah oui. Avant la Tour Eiffel, il n'y avait pas plus haut que la pyramide de Gizeh. C'est-à-dire l'humain n'a pas été capable de construire une construction plus haute que ça. Je parle de complexification. Et même les constructeurs des pyramides. Mais c'est complexe les pyramides. Comment t'amènes des pierres de 70 tonnes en marbre sur... Il suffit d'avoir des gens. Tu rigoles. On n'arrive pas à le faire maintenant. Les pierres de... Mais tu rigoles. Les pierres... alors, et toi, d'après toi, c'est quoi? Des extraterrestres sont venus... Non, peut-être qu'il y a eu une civilisation qui nous a précédés, qui avait des technologies. Qu'est-ce que j'en sais? Bah voilà. Ah non, on a trouvé la civilisation, on n'a pas trouvé l'explication. Mais bon... mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi moi je dis ça, je peux te répondre que ce sont des balivernes. Parce que moi, je te parle de choses qu'on a trouvées. Bah, regarde, c'est sur des vestiges, c'est pour ça que des trucs qu'on a vu. Je me fais de toute façon l'avocat du diable, je dis ça parce que il y a pas mal de gens, tu vois, qui réagissent en disant ou qui s'étonnent de ça. Et pas du tout, mais ils parlent pas d'église, ça n'a rien à voir. Leur parle pas de Dieu, ça n'a rien à voir. Là, eux te parlent d'un fait historique, du sens que, si tu veux, au même moment où justement ce que tu nous expliques, ils ne remettent pas en cause ce que tu expliques, ils disent, tiens, au même moment, quand même, la contradiction de l'histoire, c'est qu'au même moment où il y avait cet affrontement de civilisation entre justement ces sédentaires et ces nomades, au même moment, il y avait des civilisations qui étaient d'une évolution extrême. C'est toi qui le dis. J'ai jamais entendu parler. Ah bah moi, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Tu sais que il n'y a pas que moi. Tu peux en voir des balivernes. Mais non, mais je peux te citer les gens. On peut citer les gens qui... Moi, ce que tu veux. On peut citer les gens. Patrice Bouillard. Arrête de dire ça, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Patrice Bouillard, Jacques Grimaud, Semir Osmaganic. Il y en a plein des gens qui s'intéressent à ça. Je suis là pour t'expliquer comment est venue la civilisation patriarcale du fait d'une pratique, d'une méthode particulière. Hein, voilà, je suis là pour t'expliquer quelque chose qui est important, qui est intéressant, parce que dont nous sommes nous issus. Oui. Nous sommes issus de ces Kourganes et que on verra par la suite l'importance de ça. Ouais. Pourquoi nous sommes... D'ailleurs, Hugues de Saint-Gilles, il fait une remarque très intéressante, parce que toi, tu as parlé des cathédrales, tu as dit que c'était sophistiqué. Eh ben, Hugues de Saint-Gilles, il dit, pour respecter le chiffre d'or, les mecs qui ont construit les pyramides et les cathédrales sont liés. Je vais en parler du chiffre d'or, mais attends, tu permets, on est déjà 11h10. Non, je sais. J'ai tout un chapitre sur le chiffre d'or. Pourquoi le chiffre d'or? Ah bah ouais. Je vais expliquer pourquoi le chiffre d'or, hein, si j'y arrive. Bon, voilà. Donc, les gens te disent t'énerve pas, Alain, t'énerve pas. Non, tout le monde te dit ça. Voilà les balivernes, j'en ai jusque là. Bon, donc voilà, donc vous avez compris en gros cet affrontement et comment ces Indo-Européens dont nous parlons la langue ont vaincu les autres qui étaient moins pourvus en armement. Voilà, c'est en gros. Hein, donc on va arriver après les Kourganes à la Grèce. Hein, on va prendre la Grèce, donc figure 91. Donc on a vu qu'il y avait des civilisations dans les Balkans qui étaient devenues mixtes et petit à petit, sous la pression, sont venues des civilisations là totalement mâles et indo-européennes, hein, totalement, ouais. Hein, donc, dont la première
connues. Alors il y a peut-être d'autres civilisations ailleurs. J'ai pris un parti petit. Je ne vais pas t'expliquer tout le monde là. Non. Je t'explique un petit truc. Mais on fait juste remarquer. Voilà. Moi, je me fais le porte-parole de ce qui est dit parce que je sais que ce qui est dit n'est pas faux. Aussi. Si c'était une contradiction, j'aurais dit, la première civilisation Grèce qui a donné, nous, quasiment notre langue, notre façon notre mythologie, notre façon de penser, toute notre façon de notre conception du monde vient de là. Donc la première, c'est Mycène, voilà, c'est 1600 avant Jésus-Christ. Donc on voit Mycène, 91, la porte, on voit déjà les blocs. Bon, c'est pas encore très sophistiqué, on voit quand même... Tu vas dire que je suis chiant, mais tu vois, quand tu dis, ouais, toute notre civilisation vient de là, ça aussi, c'est un postulat historique. Parce que la Grèce, évidemment, elle donne ses racines à la civilisation européenne, mais il faut pas oublier le lien de la Grèce et de l'Égypte antique, c'est-à-dire que... ils ont tous des liens, tu verras, il y a la Méditerranée... Oui, mais exactement, mais il y a quelque chose qu'on veut occulter dans l'histoire de l'Europe quand même, c'est de parler de la filiation qu'il existe entre les savants grecs qui sont tous allés apprendre en Égypte. Mais je ne parle pas de ça, moi. Non, mais c'est un truc en gros. Bien sûr, mais bon. Donne-moi 8 jours, on va en parler. Voilà, là on n'avance pas. Donc alors, moi, je te parle de cette société extrêmement masculine. Et bon, certainement, il faudra qu'on fasse... On va faire des émissions sur un sujet pareil, ça mérite bien, en plus. Oui, parce que le principal, j'ai pas pu le dire, parce que c'est toute la mythologie grecque et toute la pensée grecque qui est la pensée grecque archaïque. Parce que la Grèce évolue aussi rapidement et se civilise. Mais ce qui est intéressant, c'est d'étudier la pensée grecque archaïque, c'est-à-dire que c'est une pensée grecque qui se rapproche de Veda et de la culture indienne, de l'Inde, du sanskrit, qui est très très proche. Et c'est là que on trouve un peu des couches les plus profondes que nous avons, nous, dans nos concepts. Pourquoi, par exemple, jusqu'en 1962, une femme devait demander à son mari pour travailler? Oui. Oui. Voilà. Ça vient. Non, on m'a toujours dit que ça vient des Romains. Non. Pater. Ça vient des Romains, oui, chez nous, mais ça vient des Grecs avant. D'accord. Voilà, parce que ce qui vient des Romains vient des Grecs. Et que justement, les Celtes étaient matriarcales. C'était plus matriarcal. Non, matriarcal, un peu, disons qu'ils avaient... Il y avait des chefs femmes, Boadichée, tout ça, c'est... plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc on voit sur cette vue 94, par contre, en Crète, le fameux palais de Knossos, donc on continue le matriarcat. Qui se perpétue dans la société minoïenne. Alors, même ici, on voit dans la figure 95 une statue crétoise qui se retrouve à Mycène. Donc, ils avaient des liens. Alors, on sait que dans cette Méditerranée, les liens étaient étroits. Les Minoïens avaient des bateaux qui se baladaient partout, les Égyptiens aussi, et ils avaient des relations qui étaient très très proches. Donc on voit que cette civilisation patriarcale a chassé les matriarcaux à l'extrême sud, jusqu'à la Crète, et jusqu'à la destruction de Knossos et de cette civilisation par l'explosion de Santorin, du tsunami qui en a résulté, et que finalement, ensuite, ils ont pu être envahis par les Mycéniens. Et puis, cette culture hellénique particulière s'est bien répandue, tout en gardant, finalement, quelques aspects féminins dans les déesses, puisque il y a, en 97, Déméter, la déesse de l'agriculture, Artémis, voilà, qui restent, si tu veux, des temps anciens. Et alors là, je voulais te montrer aussi ce que je te disais, la figure 99, c'est Héraclès. Hercule, Héraclès en grec. Oui, Héraclès en grec et Hercule en Amazone. Donc il y a bien quelque chose. Il devait bien y avoir des femmes qui se sont regroupées pour se défendre
Hein, et puisque même il y avait cette culture minoïenne, bon, donc l'affrontement homme-femme a peut-être été sanglant parfois. D'accord. Hein. Alors, tu veux pas qu'on fasse une pause là, non? Parce que avec parce que je vois l'heure, c'est pour ça. Il n'y a pas une pause de prévu, peut-être, non? Ou... Je sais pas, mais il est 11h15. Je sais pas ce qu'on fait. Je vais passer la dernière. D'accord. Hein. Et donc ça, c'est une carte que j'ai faite aussi, d'après aussi mes recherches. Alors, c'est la carte 100. Ouais. Voilà, donc on peut voir un peu les interactions, les différents types de peuplement. Donc en rouge, vous avez l'axe de peuplement principal de l'Europe, la grosse flèche sud-est-nord-ouest. Hein. C'est l'agriculture, attestée à la fois par la génétique et par la thermoluminescence. Vous avez un petit axe de peuplement trans-ibérique de l'Afrique et le Paléolithique, qui est aussi attesté par la génétique, hein, et qui fait qu'on trouve dans l'espace franco-cantabrique un peuplement de l'espace important, hein, par les objets, et que on voit en bleu l'influence indo-européenne. Alors les Indo-Européens agissent, et on le voit par les traces génétiques, plus par influence culturelle que par la génétique. Hein, c'est une influence culturelle, et donc on les voit qui font d'abord une pause dans les Balkans, qui descendent, qui créent Mycène, puis des civilisations doriennes, achéennes qui vont suivre, puis classiques, hein, que cette civilisation de la Grèce classique va aller à former la civilisation romaine, qui est pratiquement la même, hein, du point de vue de la religion, de la conception du monde, et que cette civilisation romaine, évidemment, nous est ramenée chez nous par ces salopards de Romains qui ont tué Vercingétorix, c'est dégueulasse, et donc dont nous parlons une langue qui est issue de la langue qu'on parlait dans le Latium, le bled à côté de Rome. Donc, mais nous avons aussi une influence celtique et germanique qui vient de l'Est, directement, hein, et une autre influence nordique qui est venue plus tard, et qui, elle, apporte aussi une influence génétique, parce qu'on voit des traces de gènes qui ont des gradients nord-sud. Et eux, ceux qui viennent sud-ouest, là, c'est en néolithique, ils viennent d'où, d'Inde aussi? Ils viennent d'où Non, eux, ils viennent du croissant fertile. Du croissant fertile. Du croissant fertile. Hein, voilà. Hein. Et la civilisation indo-européenne, comme je l'ai montré, elle va se répandre partout. Hein. J'ai montré une image où elle va jusque dans la vallée de l'Indus, en Iran, et en Turquie. Et donc, elle est attestée par la langue, ouais. Hein, par la langue des gens, qui, donc, on trouve des structures linguistiques. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu comment se situent les influences qui sont à la fois des influences génétiques et des influences culturelles, et qui ne sont pas les mêmes. Hein, voilà. Ok, on fait une petite pause parce qu'il me la demande aussi, hein, les métanotes, donc on va la faire. Et puis on revient après, il y a un journal de personnes, je crois, qui est calé. Mikey, t'es prêt en régie, je pense. Ok, juste attends avant qu'on balance le truc, parce que je réponds juste à une... j'ai vu, parce qu'il y a un petit dialogue qui s'engage avec Anicette de Niveau Paume. Ma chère Anicette, je te promets qu'on fera une émission libre antenne spéciale pyramide. Et on parlera justement de ce lien avec les Égyptiens, parce que je vois que tout le monde a ses théories, et je te prouverai, parce que tu sembles me dire oui que Wikipédia, moi je dis que Wikipédia aussi, comme d'autres te l'ont dit, est absolument pas fiable comme source, et on verra que Aristote, Platon, Thalès, Pythagore, etc., et tous les savants grecs, de par leurs écrits, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, hein, et je te le prouverai que dans leurs écrits, ils te disent, tous ces gens-là ont été apprendre en Égypte. Et d'ailleurs, ce sont nos témoins. L'égyptologie s'appuie sur les textes de ces Grecs-là pour
baser leur témoignage et leur compréhension des Égyptiens. Ah bah non, tu sais que Pythagore, Platon, etc. étaient en Égypte. Non, pas du tout. Non, si je fais une parenthèse pour ce qui a été dit, parce qu'ils se sont charclés sur le chat là-dessus quand on a parlé de ça. C'était pas l'objet de mon exposé, je suis désolé. Ah bah ils le savent très bien. Tout, hein. Bah non, ils n'ont pas dit que c'était l'objet de ton exposé. C'est eux qui charclent entre eux, et je l'ai dit, je promets qu'on fera en tout cas une émission là-dessus. Ben voilà, on fait une pause et on revient juste après. À toi, Mike. Ok, on est revenu donc après ce petit intermède et discussion donc animée. On va revenir sur le cours des choses. Oui, parce qu'on a dévié. Alors on peut dévier partout et puis parler de tout. Moi j'avais un exposé, j'ai pas pu... Non, mais on va le terminer, mais c'est tout à fait normal que... faire une émission sur les pyramides, mais ça ne concerne pas l'exposé c'est une interrogation que posent les gens. Oui, mais on veut des interrogations, il y en a des millions et des millions d'interrogations. Bon, celle-là, elle est quand même... Et je suis pas là pour répondre à toutes les interrogations. Non, mais il te le pose si tu as une réponse maintenant. Mais je suis pas là pour ça. Ils veulent savoir, voilà. C'est dans le sujet. Qu'ils aillent trouver leur curé habituel qui vont leur répondre. Arrête de dire que c'est des cathos. Mais bon, bref, il y a 3/4 musulmans. Là, on est en train de parler de la civilisation européenne. Voilà. Donc je voulais parler de l'homme est un musée et en quoi l'homme est un musée, parce que jusqu'à présent on a parlé d'artefacts, on a parlé de pourquoi certains chassaient. Oui, mais c'est très intéressant, on a compris. Donc les hommes sédentaires, les hommes qui étaient... Et pourquoi on a terminé dans une société hyper patriarcale, parce qu'elle est hyper patriarcale, elle n'est pas simplement un peu, elle est hyper... Alors elle a été hyper encore plus dans la Grèce antique, et je veux revenir à un livre qui est un peu froissé, parce que c'est un peu mon livre de chevet, qui est de Fustel de Coulanges, qui s'appelle La Cité antique, et qui contient beaucoup de clés aux interrogations. Donc Fustel de Coulanges, c'est un historien du 19e siècle, mais un vrai, hein, c'est pas Michelet. C'est pas Michelet, non. Un vrai historien, et qui pose des questions pertinentes. Et alors je vais vous lire quelques éléments. Il faut donc étudier avant tout les croyances de ces peuples. Alors, il parle des peuples de la Grèce archaïque, hein, de la Grèce archaïque qui ramène aux croyances des Indo-Européens. Les plus vieilles sont celles qui nous importent le plus de connaître, bien évidemment, si on veut remonter dans notre musée. Hein. Car les institutions et les croyances que nous trouvons aux belles époques de la Grèce et de Rome ne sont que le développement de croyances et d'institutions antérieures. Il faut chercher les racines bien loin dans le passé. Les populations grecques et italiennes sont infiniment plus vieilles que Romulus et Homère, et c'est dans une époque plus ancienne, dans une antiquité sans date, que les croyances se sont formées et que les institutions se sont établies ou préparées. Donc ces institutions se sont justement préparées dans les steppes d'Ukraine et d'Asie centrale. Hein, et on a vu pourquoi. Mais quel espoir d'y arriver à la connaissance de ce passé lointain? Qui nous dira ce que pensaient les hommes 10 ou 15 siècles avant notre ère? Peut-on retrouver ce qui est insaisissable et si fugitif des croyances et des opinions? Nous savons ce que pensaient les Aryas, des Védas, hein, ces civilisations indiennes, qui sont assurément fort antiques, et par les lois de Manu, qui le sont moins. Mais où l'on peut distinguer des passages qui sont d'une époque extrêmement reculée. Mais où sont les hymnes des anciens Hellènes? Ils avaient, comme les Italiens, des chants antiques, des vieux livres sacrés. Mais de tout cela, il n'est rien parvenu jusqu'à nous. Quel souvenir peut-il rester de ces générations qui ne nous ont laissé ni texte ni écrit? Ça, c'est la question qu'il pose. Alors, ensuite, il dit, heureusement, le passé ne meurt jamais. Et ça, c'est important, parce qu'on va revoir ces histoires de passé, cette histoire de connaissance, cette histoire de croyance, et pourquoi maintenant on croit beaucoup plus de balivernes qu'avant. Et ça, c'est une question extrêmement importante de civilisation. Ça encore, c'est un postulat. Tu balances des assertions quand même, en disant pourquoi on croirait plus de balivernes qu'avant. C'est une question de société qui se délite. Hein. Peut-être qu'il se recompose, mais bon, c'est chacun sa vision. Heureusement, non, elle se délite pour l'instant, elle ne se recompose pas. Heureusement, le passé ne meurt jamais complètement pour l'homme. L'homme peut bien l'oublier, mais il le garde
toujours en lui, car tel qu'il est lui-même à chaque époque, il est le produit et le résumé de toutes les époques antérieures. Il descend en son âme, il peut y retrouver et distinguer ces différentes époques d'après ce que chacune d'elles a laissé en lui. Ça, c'était l'objet de mon exposé. Hein. Observons les Grecs du temps de Périclès, les Romains du temps de Cicéron. Ils portent en eux-mêmes les marques authentiques et les vestiges de certains des siècles les plus reculés. Les contemporains de Cicéron, je parle surtout de l'homme du peuple, à l'imagination pleine de légendes, et c'est surtout de l'homme du et ces légendes lui viennent d'un temps très antique et elles portent témoignage de la manière de penser de ces temps-là. Le contemporain de Cicéron se sert d'une langue dont les radicaux sont infiniment anciens. Hein. Cette langue, en exprimant les pensées des vieux âges, s'est modelée sur elle et elle en a gardé l'empreinte qu'elle transmet de siècle en siècle. Le sens intime d'un radical peut quelquefois révéler une ancienne opinion, un ancien usage. Bon, je ne vais pas continuer, je vais parler simplement de quelques termes qui sont les plus anciens et qui sont caractéristiques de l'homme musée. On va prendre quelques exemples parce qu'il faut aller très vite. On va parler de l'hymne national. L'hymne national. Hein? Ben voilà, allons enfants de la patrie, ouais. Voilà l'hymne. D'où vient l'hymne? Alors, l'hymne, on s'aperçoit que ce mot a la même racine que l'hymen, c'est-à-dire le pucelage des femmes. En fait, en grec ancien, l'hyménée, c'était la cérémonie du mariage. Hein? Et donc, au cours de cette cérémonie du mariage, on chantait spécifiquement ce qu'on appelait un hymne. C'était donc, au début, cet hymne était spécifique à la cérémonie du mariage. Parce que le mariage, c'était une cérémonie religieuse, une des plus importantes dans la vie d'un homme et d'une femme. C'était une très très grande cérémonie, et on chantait ce qu'on appelait l'hymne. Et l'hymne, c'était le mariage. Et donc, c'est passé à hymne, et c'est passé à hyménée. Hein, voilà. Donc on revient, on voit que un exemple de musée, de muséologie humaine. Oui, le langage, ça paraît très évident que c'est une source inépuisable vers notre passé, quoi, en plus. Vers le passé. Oui. Alors, mais aussi, ça amène aussi des concepts. Hein. On va prendre celui de pater. Le terme pater. Pater. Ouais. Voilà. Pater, en fait, chacun pense que pater, ça vient de père. Parce qu'on dit pater, dans toutes les langues indo-européennes, il y a ce terme-là qui a une connotation de filiation génétique. Oui. Mais il n'en est rien. Parce que le pater, si tu veux, ça veut dire prêtre. Et donc, en grec ancien, la filiation génétique, c'était ganitar, qui a donné géniteur. Et donc, ça, c'est ce qui est la filiation biologique. Mais pater n'est pas une filiation biologique. Pater, ça veut dire prêtre. Parce que dans ces civilisations indo-européennes très anciennes, tu veux, le chef de famille était le prêtre de la religion domestique, puisque les premières religions de ces gens-là étaient des religions domestiques. Hein, on ne croyait pas à Dieu de la pluie ou de je ne sais pas quoi, on croyait à ses ancêtres. Et donc, on avait un foyer, hein, donc on parle du feu sacré. Je ne sais pas si c'est le feu sacré, le feu sacré. Donc, chaque foyer, chaque maison avait un foyer, hein, qu'on allumait et qui représentait l'âme des ancêtres, et on faisait des libations, on déposait de la nourriture et des objets pour les ancêtres. Donc chaque foyer avait sa propre religion au début, hein, donc toutes les religions étaient domestiques. Donc tu avais et donc la femme, elle passait du foyer de son père, de la religion
de son père, et il y avait cette cérémonie qui était importante parce qu'il fallait qu'elle change de religion, hein, et qu'elle aille honorer les ancêtres de son mari. Tu vois, hein. D'accord. Et donc, le pater est devenu, et le pater étant le chef de foyer, était aussi le prêtre. Donc il y a une connotation qui s'est créée entre le père, entre le géniteur et le pater, et que tu retrouves même dans la religion chrétienne. Tu sais, notre Père qui est aux cieux, in nomine patri, etc. Donc on nomme le Dieu des chrétiens, on nomme le Père, hein, et comme on nomme Père, le prêtre, on dit mon Père, etc. Donc là, on voit bien que donc, le Père, chef de famille, était bien un prêtre, donc il est resté évidemment omnipotent dans la famille, hein. Et la famille n'avait pas forcément un caractère ethnique, parce qu'on pouvait adopter, hein, le père pouvait adopter, pouvait répudier, et donc pouvait se constituer sa famille. Chez les Romains, il avait tous les droits, c'est ça, hein, le père. Ah ouais, voilà, chez les Grecs et les Romains, ils avaient tous les droits, et que droit de vie et de mort, hein, c'est ça d'ailleurs, sur les droit de vie et de mort, il pouvait tuer sa femme, ses Voilà. enfants, comme ses esclaves. Le statut de la femme était le même que le statut des esclaves. C'était strictement identique. Et donc, la femme et les enfants ne pouvaient pas rester en justice. Tu vois, quand il y a eu des cités en Grèce, les femmes et les enfants n'étaient pas responsables. Tu vois, ils n'étaient pas responsables. La justice, c'était le pater qui faisait la justice. Hein, voilà. Donc ils n'étaient pas justiciables, ils n'avaient pas le droit de citer, et ces pseudo-républiques n'étaient que de républiques de dominus. Alors il y a le dernier mot que je voudrais terminer, ce qui donne la domination. Ouais. Hein, tu vas dominer, je suis un dominateur, tu es un dominé. Bon. Hein, Dominus vobiscum, disent les chrétiens. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis musulman. Dominus. Comment? Non, je ne suis pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Je suis musulman. Non, je rigole. Encore Encore un poisson d'avril qui m'a mal passé. Mais bon, je m'intéresse à ça parce que c'est extrêmement intéressant. Dominus, dans les racines anciennes, ça veut dire propriétaire. Donc oui, de domaine. Ouais. Voilà, alors ça a donné le domaine, bien sûr, parce que le domaine est sacré. Domaine, dominus, seigneur, pater. Donc on est là au cœur du sacré, de la religion, et dans le sacré, parce que ce domaine possède sa religion, possède ses ancêtres qui sont enterrés là, possède ses hymnes particuliers, chacun a son hymne, hein, chacun a ses phrases sibyllines, on parle des phrases sibyllines particulières, hein, et surtout pas celles des autres, parce que il est important que la religion domestique soit cachée, soit bien particulière et soit différente des autres, puisque finalement, c'est bien les ancêtres qu'on honore au travers de tout ça. Donc on voit bien dans la muséologie linguistique des termes donc qui donnent la domination, qui viennent de dominus, le propriétaire, le seigneur en fait le maître, hein, et tout le concept qui va avec le concept donc de la domination, parce que quand tu es propriétaire, tu domines. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'homme musée et certains aspects qui ne sont pas seulement des aspects linguistiques, mais qui nous ramènent des concepts. Et ces concepts que nous avons toujours en nous, hein, c'est-à-dire la propriété, c'est sacré. Hein, c'est sacré dans notre civilisation. Si tu vas dans les civilisations amérindiennes anciennes ou dans la forêt amazonienne, la propriété n'est pas sacrée. Il n'y en a pas. Nous, la propriété est sacrée. Le père, chef de famille, est sacré. Hein, voilà. Et qu'il n'y a pas si longtemps, encore, les femmes jouissaient d'un statut de mineur politique. Et c'est pas vieux, ça a une quarantaine d'années. Donc on voit bien que la façon dont
réfléchissons, dont nous réagissons, provient, là certainement, comme le dit Fustel de Coulanges, lui il parle il connaît bien la civilisation grecque archaïque, et lui il parle de milliers d'années avant, et que ça, c'est certainement venu de la civilisation des steppes, et de ces fameux Kourganes où on ne voit plus que des hommes. Voilà ce que je voulais dire. Ah, d'accord, parce que là, donc, cette civilisation, parce qu'il faut dire, parce que, juste petite précision, hein, je sais que tu me dis toujours les transgressions, mais on est quand même pour mettre le débat, parce que cette civilisation, justement, on va dire, basée sur le patriarcat, il y a d'autres endroits de la Terre où c'est très matriarcal. Par exemple, je pense à l'Afrique où c'est basé... Non, c'est pour dire qu'il y a des différences qui sont restées établies. Bien sûr, je te redis que j'ai fait un exposé... Oui, sur l'Europe, je sais très bien. Je connais très bien le pays de ta maman. Je sais, tu me l'as dit. J'étais militaire. Je sais. Et voilà, au Gabon, on a une civilisation assez matriarcale. Complètement. Ben, l'Afrique centrale est complètement matriarcale, très matriarcale. Et qui est complètement différente de l'Afrique qui est musulmane. Complètement. Ça n'a rien à voir. Exactement. C'est pour ça que je parlais de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, celle qui est plus islamisée, beaucoup plus patriarcale. Tout à fait. J'ai assisté à des cultes du vaudou avec... Parce que, par exemple, bon, petit aparté, mais tu vois, qui va dans le sens de ce que tu dis, puisqu'on parle de civilisation, et c'est vrai qu'en plus, en Afrique, il y a une, comment on appelle ça, une spécificité, c'est qu'il y a une espèce de continuité des civilisations jusqu'à aujourd'hui, beaucoup moins perturbée qu'on ne le croit, hein, malgré la colonisation. Finalement, c'est un tout petit épisode dans l'histoire. Et par exemple... le Gabon n'a pas été trop perturbé par l'esclavage, exactement. Il n'y a pas eu énormément d'esclavage au Gabon. Et donc, du coup, par exemple, au Gabon, moi, je peux te l'affirmer, c'est clair, dans tous les clans, dans toutes les ethnies, et particulièrement dans la mienne, c'est la femme qui domine. C'est-à-dire que c'est la femme qui a les titres, c'est la femme qui hérite, c'est la femme la chef de famille. Hein, par exemple, ma mère, moi qui est un peu l'aîné d'une fratrie de 12 personnes, hein, parce que bon, c'est l'Afrique, hein, c'est pas 2-3, il y a 12 frères et sœurs, et elle étant l'aînée, enfin la deuxième, il y en a une qui est un peu plus vieille qu'elle, mais à part pour la plus vieille justement, qui est la grande chef, elle c'est la chef de tout le reste. Il ne faut pas chercher même ses frères, etc. Il y a une espèce de forme d'allégeance. Et eux, ils m'ont expliqué, alors moi évidemment je ne raisonne pas comme ça, mais que cette allégeance est transmissible parce que pour pouvoir avoir, par exemple, c'est ce qui est super étonnant, tu vois, d'un point de vue qui va étonner peut-être certains, moi c'est ma mère donc qui est gabonaise et mon père qui est français. Mais du coup, pour mon ethnie, donc les Pounous, hein, ceux qui connaissent le Gabon, je sais qu'il y en a quelques-uns, et ben chez les Pounous, la transmission se fait par la mère. Si bien que moi, pour un Pounou, je suis un véritable Pounou, je pourrais obtenir, on va dire, un statut de chef. Alors que j'ai mon autre cousin, par exemple, qui était venu ici, vous l'avez tous vu, et lui, c'est l'inverse, parce que c'est sa mère qui n'est pas gabonaise et son père qui est gabonais. Mais du coup, lui, non, il a pas le... Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que métis, on va me dire, non, mais c'est toi, t'as plus de droits, parce que ma mère, c'est pas ça, c'est un matriarcat. Il y a des sociétés matriarcales. Complètement. Mais c'est pour ça, c'est pour prouver ce que je dis ça. Si certaines sont devenues patriarcale, c'est fortuitement par des événements. Par des événements. Non, mais je trouve ça intéressant de voir que, tu vois, dans d'autres sociétés, on a gardé ce matriarcat, que jusqu'à aujourd'hui, ça donne une forme de société où on t'explique, voilà, que la femme a une espèce de droit de supériorité, et que pour nous, justement, on est dans tout l'inverse. Donc, le patriarcat n'a rien de naturel. Voilà. Rien de naturel, c'est tout. Parce qu'en plus, voilà, toi, tu trouves que c'est plus naturel de base, les sociétés très primitives étaient beaucoup plus matriarcales. Elles étaient matriarcales pendant des milliers d'années. Et elles sont devenues patriarcales à cause de ces cette impulsion, d'accord. Ces Indo-Européens qui étaient des gens armés et qui ont vaincu militairement les autres, quoi. C'est tout. Voilà. Bon, je sais pas, on parlera pas du... écoute, de toute façon, j'ai vu qu'il était en deux, ton exposé quasiment. Il reste la moitié, là, j'ai l'impression. Je voulais parler, alors ça c'est important. On fera une autre émission, je vais sinon, pouvoir refaire une autre émission. Voilà, on va parler du beau, du nombre d'or. Pourquoi il y a des choses qu'on trouve beaux et des choses qu'on trouve moches. Ouais. Alors ça, donc j'ai vu... il n'y a pas longtemps un exposé sur la musique, et pour montrer comment la musique
contemporaine, c'est n'importe quoi. En fait, c'est vraiment n'importe quoi, hein, parce que finalement, ce n'est pas dans un concept de beau, et que le beau, finalement, se ramène à la nature. Hein. On trouve beau parce qu'on voit un arbre, et c'est quoi un arbre? Il y a ce fameux nombre d'or, mais ce nombre d'or, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est en fait, c'est le respect de la même proportion dans la croissance. Oui. Hein, dans la croissance, je voulais, par exemple, on a retrouvé ça avec la feuille A4. Tu veux, quand tu plies une feuille A0 jusqu'à je sais pas quoi, tu as toujours les mêmes proportions. Hein, et que tu peux diviser 21 par 29,7, tu vas trouver le nombre d'or. Mais ça, on l'a fait en voulant justement que dans la croissance, on trouve la même proportion quand on a inventé ça.